Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Série et compagnie pour vivre des existences aventureuses de l'autre côté des écrans, aux côtés d'artistes sensibles. À l'image du cinéaste américain Jeff Nichols, auteur entre autres de Mud ou de Take Shelter. Leçon de mise en scène généreuse autour de son nouveau long métrage, Loving, l'histoire d'un couple mixte en pleine Amérique ségrégationniste. Il est écrivain et vidéaste, aussi célèbre pour sa barbe flamboyante que pour ses essais autour de la pop culture. Paco Tillman porte un regard bien à lui sur le cinéma et la série, vous le verrez dans l'extra interview. Vous avez aimé Michelle Dockery, la Lady Pain-Bêche de Downton Abbey, vous allez l'adorer en arnaqueuse, tout juste sortie de prison, dans Good Behavior. C'est Madame et Série qui vous le dit. Tout de suite, on plonge dans la tête d'Audrey Dana pour son second film en tant que réalisatrice. Elle tente de répondre à une question que toute femme s'est posée un jour. Et si j'étais un homme ? Dans son premier film, elle soulevait les jupes des filles. Cette fois-ci, Audrey Dana explore l'intimité masculine. Avec une idée plutôt coquine, affubler son héroïne, mère de famille divorcée, d'un nouvel attribut physique plutôt encombrant. Le sexe fait-il l'homme ou la femme? Sommes-nous tous un peu les deux? Rencontre avec une artiste féministe pour qui le rire est une arme de réconciliation massive. Je crois que j'ai une bite. C'est catastrophique. Mais vous me rassurez pas du tout, là. Ne paniquons pas, tout va bien, très bien même. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je veux que ça s'en aille. Et après, là. Une mère de famille avec une bite, c'est quand même très gênant. Évitons la vulgarité. Audrey Dana, forcément, tout le monde va vous poser la question. Comment vous avez eu une idée pareille? Alors en fait, ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est que tout le monde me pose la question en effet, et que j'ai envie de demander quelle femme n'a pas eu l'idée. On va dire un gros 90%, 95% des femmes a réfléchi en tout cas à ce que ça pourrait bien faire que d'avoir ce bazar entre les jambes. Voilà. Mais entre avoir l'idée et en faire un film, alors là, la différence, en fait, c'est la folie, en fait, je pense, le degré de folie. Non, mais c'est vrai, parce que maintenant que je l'ai fait, je me dis, oh mon Dieu, j'étais complètement dingue de me lancer dans cette aventure folle. Non, on n'entre pas. Vous retournez dans votre chambre. Hein? Laissez-moi. Laissez-moi, les enfants. T'es sûre que ça va bien, maman? Comment ont réagi vos producteurs? Est-ce que c'est des producteurs ou des productrices, d'ailleurs? Ce sont des producteurs, ces deux hommes. En fait, ils ont éclaté de rire. Ils ont éclaté de rire. Ils ont dit, oh là, oh mon Dieu, c'est gonflé. Et puis, je leur ai amené tout le pitch. C'est-à-dire, c'est pas juste l'histoire d'une femme qui se réveille avec un truc en plus. C'est l'histoire d'une maman très en colère contre les hommes. Quand on a soupé, pour elle, c'est fini. Le masculin, c'est terminé, en fait. Donc, le pitch et le fun du pitch, c'est que ça arrive à cette fille-là. Ouais. Donc, en fait, quand ils ont compris mon point de départ, ils se sont dit qu'en effet, il y avait matière à faire un film. Et moi, pendant l'écriture, avec mes co-auteurs, Muriel Magellan et Maud Ameline, c'était dingue, parce que je me suis dit, c'est en effet un boulevard de comédie. Pourquoi est-ce que personne ne l'a jamais fait avant? Et comme mon envie à moi, c'est de faire rire. Faire rire et provoquer, quand même? Non, mon délire, c'est pas provoquer. Non, pas du tout. Titiller, alors? Non. Mon délire, c'est bouger les lignes. Après, il se trouve que ma vision des choses peut déranger. Mais moi, je n'écris jamais quelque chose et je ne fais rien dans le but de provoquer, dans le but de mettre mal à l'aise. Non, j'ai envie de bouger les lignes et j'ai envie de faire rire. Quelle meuf au monde a pas rêvé de savoir ce que ça fait d'en avoir une? Moi? Vas-y, saute. Si ça se trouve, tu vas voler. On se lève, on se serre la main et on travaille ensemble. Le film, c'est vraiment une invitation en fait à se réconcilier. C'est-à-dire réconcilier à l'intérieur de soi le féminin masculin et nous, les femmes, à faire un pas vers les hommes et inversement. Faire un pas vers les hommes, c'est ce par quoi ça a commencé, puisque pour préparer ce film, vous avez interviewé, je crois, plus d'une centaine d'hommes. Alors ça a été vraiment super. D'abord, on a fait un gros questionnaire qu'on a lancé un peu dans la nature et suite aux réponses que j'ai reçues de gens qui étaient prêts à se livrer, à me parler de leur intimité, je leur donnais mon pitch, je leur disais c'est secret, je les remercie d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas révélé le pitch, sinon il serait sorti dans la presse avant. Et donc en échange de ce secret que moi je leur donnais, eux, ils me partageaient des moments très intimes de leur vie. Et ce qui m'a bouleversée, c'est l'émotion de chacun d'entre eux à la fin des entretiens. Quand je dis chacun d'entre eux, je dis chacun d'entre eux m'a dit merci, c'est la première fois de ma vie que je parle de ça, et mon Dieu que ça fait du bien.
On vit dans une société où tout part du sexe. Vous n'êtes pas là et je ne suis pas là s'il n'y a pas de sexe. Et monsieur derrière la caméra n'est pas là. Et oui, grande nouvelle, vous non plus, monsieur, vous ne seriez pas là. Et pourtant, c'est quelque chose dont on ne s'autorise pas à parler. Et qui est pourtant quelque chose qui nous définit, je veux dire, comme ce qu'on mange, ce qu'on boit. Voilà, la sexualité, c'est un de nos sens. D'oser traiter un sujet comme celui-ci, c'est aussi une manière de dire, bon, et si on se détendait un petit peu, si on rigolait un petit peu, parce qu'au fond, ça nous intéresse tous. Mais ma volonté première, elle reste de créer du divertissement. C'est vraiment... Voilà, le rire, c'est bon pour la santé. Et ça ramène au corps, le rire. Voilà. Et c'était bon pour votre santé d'être à la fois devant et derrière la caméra? Parce que c'est quand même un personnage très bonne gonflé, question. Vous avez plein de choses à faire avec ce personnage et en même temps plein de choses à faire derrière la caméra. Ça a été franchement, physiquement, un des moments les plus challengeants, on va dire, de ma vie. Je n'ai pas osé proposer le rôle à une actrice. Je n'ai pas osé la diriger, en fait. Je me suis dit, si elle a des limites ou des gênes, je ne saurais pas l'inviter à pousser, en fait. Parce que si je suis à côté avec ce film, si je tombe du fil, c'est pas n'importe quelle comédie. Voilà. Donc, ça peut faire très mal. C'est Catherine Deneuve qui dit « il n'y a pas d'acteurs, il n'y a que des actrices ». Bon. Alors disons que le fait de jouer, c'est féminin, et disons que le fait de diriger, c'est masculin. Attention, dans le vocabulaire employé aujourd'hui, de nos jours, hein, je ne dis pas qu'il faut être un homme pour diriger, sinon je ne le ferai pas moi-même, d'accord? Et je suis une femme, Voilà, il fallait que je jongle, en fait, entre ces deux postes, ces deux énergies extrêmement différentes. Et en fait, tout a été comme ça. Sur ce film. Il y avait quelque chose de l'ordre de la dualité. Vous avez appris quoi de la femme, de l'actrice, de la réalisatrice que vous êtes? Et peut-être du mec que vous êtes aussi un peu. Déjà, j'ai appris une chose, c'est que si j'étais un homme, je voudrais être une femme. Même si la société nous poussera à vouloir être des bonhommes parce que les mecs sont mieux payés, plus en sécurité, et j'en passe. Aujourd'hui, en fait, il faut avoir envie d'être une femme et plus que jamais. Et surtout, c'est l'heure. C'est maintenant. Hein, voilà, c'est la seule chose qu'on n'ait pas tenté aujourd'hui sur Terre pour que ça fonctionne bien, c'est de mettre des femmes, en fait, aux postes qui comptent, aux postes qui tiennent un peu les rênes, pour voir ce que ça donnerait. C'est un petit peu notre chance de survie, de transcender tout ça. Jeanne, elle est super. Les femmes, tu vois, elles assument parce qu'elles n'ont pas peur. Allez, tout ira bien. Vous êtes sûr? Parce que vous avez l'air très inquiet quand même. Du tout. Ah, du tout. Audrey, merci. On a une petite tradition maintenant dans cette émission, c'est de vous laisser le mot de la fin. Donc je vais vous tendre ce clap, madame la réalisatrice. Mais alors, voilà, je dois l'écrire quelque part? Là où vous voulez. C'est vous la patronne. C'est très simple, mais en même temps, avec un peu de paix, un peu d'amour et beaucoup de sourire, on peut vraiment changer le monde, non? Cette semaine, Madame SRI vous entraîne dans les coulisses de Good Behavior, petit bijou noir mené par Michel Dockery, la très belle Lady Mary de Downton Abbey. Michel Dockery abandonne le luxe de la bourgeoisie anglaise de la fin du XVIIIe siècle pour se glisser dans la peau de Letty Rains, jeune femme bardée d'addiction tout juste sortie de prison qui essaye de récupérer la garde de son fils. Letty Rains is a woman who is coming to terms with really needing to make a change in her life. She's an alcoholic, she's addicted to meth, she's on parole. You're not an English teacher. No. Non, Letty n'est pas prof d'anglais. Elle est tous les métiers à la fois et surtout voleuse compulsive et menteuse avérée. She is an extraordinary chameleon. There is such enjoyment in that for her. And that is part of the addictive nature of the character. Characters within the character are her escaping who she really is. Sa rencontre avec Ravière, personnage tout aussi paumé et en marge qu'elle, va l'obliger à se remettre en question. It's your job to kill people. You don't care? I care. Oh, good. That's a relief. They're like these two loners, these lone wolves who are on the outside of society. I stopped drinking, so you should stop killing.
You did not stop drinking. I only drink wine. That equals being sober for anybody else. Au fil de ses arnaques, Letty Raines change de look, de perruque et de démarche. Tout en elle est malléable et c'est aussi grâce aux équipes de maquilleurs et de stylistes de la série que le personnage prend vie. Why are you dressed like this? I look good. I actually really start with the title of the episode in the pilot, which is So You're Not an English Teacher, where she's in a yellow and white chiffon dress with flowy sleeves. That's definitely not what you'd think an English teacher was. I know, I'm a terrible person. It represents for me a fallen angel. The colors of gold, and then there's little red spots that could be blood from her past or things that may be foreshadowing. Letty Raines is a fascinating character to play. That'll make a good impression, right? With the hair and the makeup and wardrobe, the character kind of evolves from there. You know, during the pilot, there was a lot of time spent on these looks, and we did a lot of tests with the looks. And for me, it is, you know, for any actor, you know, to play those different characters within a character is incredible. And you just gotta wonder how someone from there gets to where she is and finding a way to pass as some socialite or get into any place she can just by changing her hair and her costume. But it's all about the moment of transformation and how it works from page to screen. I'm not throwing away an $8,000 wig. You spent $8,000 on a wig. No. Hair and makeup is vital. It helped Michelle really kind of find that character a little bit more. When she is stealing, she really enjoys the mask and becoming someone new. That's half the high, pretending, dressing up. Each character has its own personality, and then the makeup becomes a whole facade. Could you just give me a second? La réalisation de la série elle-même s'est adaptée aux personnalités hors normes des héros et à la mélancolie qui les habite. During the prep for the pilot, we talk every day about what's it gonna look like, what's the style, what's the tone, what's the lighting. One day, this manifesto is up on the walls everywhere. There's camera things, directorial things, visual things, and it becomes a set of rules. Where are you going? Home. You don't have a home. A girl can dream. The director, Charlotte Sealing, and she said, we're going to do poetic noir. And I said, what's poetic noir? And she said, I have no idea, but we'll figure it out. Poetic noir became this beautiful way of seeing the world the way Letty sees it. She sees things in brighter colors, in brighter lights. It's got this style to it. We have the poetic noir camera, and then we have the Letty cam, which is the camera that is always on her. We always follow Letty, which is all about being in her point of view. You're on the journey with her. The way she feels is the way you will feel. All the characters in this show are not part of the system. We try and put them into uncomfortable spaces. Physically, I'll drop a ceiling height down just so we really feel a little bit hemmed in by the environment that they're in. It's discomfort, creating a lot of discomfort for these characters. They don't have a home, they don't have a place that they retreat to, so keeping them uncomfortable is important. La reconversion de Michelle Dockery est donc assurée. Dans Good Behavior, l'actrice anglaise déploie une palette de jeux riche et impressionnante, à l'image de celle de son personnage multifacette, et on en redemande. I'm not a loser. I'm awesome. À suivre, l'un des jeunes réalisateurs les plus talentueux du cinéma américain, Jeff Nichols, 38 ans, auteur entre autres de Mud, Take Shelter ou encore Midnight Special. Son nouveau film, Loving, histoire passionnante et passionnée d'un couple dans l'Amérique ségrégationniste, lui ressemble, empreint de délicatesse. Autant dire que sa leçon de mise en scène est du même acabit. Grâce à Ciné Série et compagnie, vous comprendrez enfin pourquoi toutes les séries n'ont pas la même durée. Alors, à chaque genre, son format. Et tout de suite, rencontre avec un fin analyste de la pop culture, quelqu'un qui dévore les films et les séries avec le même appétit, Paco Tilmont. Cette semaine, on vous propose une extra interview en chanson. If you go to the woods today, you're gonna have big surprise.
Ouais, c'est pas mal. C'est gentil. En général, on dit que je chante faux. Bon, on laisse tomber la chanson et on s'en tient au principe premier, celui de vous révéler les liens intimes qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. Aujourd'hui, vous l'avez compris, pas vraiment chanteur, mais bien écrivain, journaliste et essayiste. Pas comme Tillmans, sous des allures de chaman déjanté, mais à l'esprit vif, partage avec nous son regard phosphorescent sur l'âme des images animées du grand et du petit écran. Bonjour Pacôme Tillmans. Qu'est-ce que le cinéma symbolise pour vous? Est-ce que c'est une pratique pour se consoler du monde ou au contraire pour prendre conscience de ce qui nous entoure? Le monde, on n'a pas besoin d'en être consolé. C'est pas un drame, c'est pas si terrible que ça. Le cinéma est apparu à un moment comme la possibilité de refaire parler les images. Et en refaisant parler les images, on refaisait parler les dieux. Alors moi j'aime bien cette idée de faire de la salle de cinéma un temple, parce que je crois profondément, comme vous, que c'est un lieu sacré. Mais si on admet cette idée, quels seraient les films évangiles pour vous? C'est-à-dire, les évangiles, c'est ceux qui annoncent la bonne nouvelle du salut du monde. Ah, il n'y en a pas. Non, le véritable cinéma sacré, c'est le cinéma fantastique, c'est les films d'horreur. Ah bon, pourquoi c'est le cinéma sacré? C'est le cinéma sacré parce que c'est celui qui parle de l'authentique spiritualité de l'époque dans laquelle il se trouve. Et on est dans une époque de contre-initiation, on est dans une époque de terreur et de monstres. C'est pas pour ça que c'est une époque triste. Hein. C'est pas triste d'avoir à chasser des vampires. C'est pas triste d'avoir à chasser des démons. C'est juste la fonction de l'homme à ce moment-là. I will be more powerful than any vampire in this coven. Impossible. Pour moi, les films qui sont allés le plus loin dans la reconnexion au monde et au monde de l'âme, au monde des images, c'est des films comme Nosferatu, Freaks, Le Locataire, Suspiria, Shining. Céline et Julie vont en bateau. En ce moment, Pacôme, on peut voir ça sur les écrans. All I wanted to do was paint. It was like I couldn't control it. It just makes you think of stories. Sickness, corruption, fear in the air. It was so good for me. Dans l'optique de Lynch, mais ça, il n'y a pas besoin de le connaître pour le savoir, il suffit de voir ses films, il y a la question de l'éthique, d'être un type bien. On voit ça chez Jeffrey Beaumont, on voit ça chez Dale Cooper. Et pour autant, traverser les ténèbres. Qu'est-ce que ça coûte? Comment on peut le faire? Dans The Art Life, on voit ce que Lynch a dû, les épreuves qu'il a dû passer pour devenir le cinéaste qu'il est devenu. Et c'est un film que je conseille à tous les aspirants artistes. Vraiment. I had tremendous freedom. My own little place. It really would be such a world. L'un des piliers de cette émission, c'est la série. Oui. Alors, vous pratiquez la religion du cinéma. Si vous deviez parler de la série, est-ce que vous renieriez votre foi? En fait, je ne pratique pas une religion. Je m'installe dans chaque religion avec ses codes pour essayer d'en retirer sa gnose, sa connaissance. J'ai l'impression des fois de pratiquer beaucoup plus la religion de la série que la religion du cinéma, aujourd'hui en tout cas. La grande différence, c'est que la série s'adresse à la solitude de l'homme. Elle vient directement dans son cœur de solitaire. Ça, quasiment depuis Le Prisonnier, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on regarde les séries seules? Oui. Absolument, mais c'est essentiel. Et c'est sûr que quand ces séries sont écrites, elles le prennent en compte, qu'elles le sachent ou non. Elles savent que probablement, très probablement, elles s'adressent à ce moment-là à une personne très seule et à qui il va falloir dire des choses très, 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 très précises sur comment pouvoir continuer ce chemin. Alors, je vais vous suggérer une série qui explore ce rapport à l'humain. Qu'est-ce que vous pensez de The Leftovers? Leftovers, c'est la plus belle. Juste pour la recontextualiser, des hommes et des femmes sont face à la mort et vont devoir se reconnecter avec leurs émotions. L'humain, apparemment, c'est ce que vous explorez, vous. Avec cette histoire de disparition, on est les rebuts d'une apocalypse et d'une parousie. C'est-à-dire on est les abandonnés du grand événement divin
Et par rapport à ça, il va falloir s'organiser. The Leftovers, c'est une des rares séries sans un personnage d'homme sachant. Souvent dans les séries, très souvent dans les séries, il y a un personnage qui sait. Dans The Leftovers, ça ne fonctionne pas comme ça. Tous les personnages, ils sont limités. Ils sont limités, il n'y en a aucun qui connaît les règles, quoi. Par contre, on voit bien qu'il y a des règles qui s'appliquent. Mais c'est comme si elles s'appliquaient sans qu'elles aient été inscrites dans un livre. Ou alors ce livre-là, pour le coup, il faut encore l'écrire. C'est la première série, je trouve, qui parle de l'humanité d'après, vraiment. On ne rentre pas dans des spéculations de type science-fiction classique. Mais quand même, on se pose vraiment la question de comment ça va se passer pour l'homme à partir du moment où il sait que le surnaturel existe, mais pas pour lui. Prophétique ou pas, la série, comme vous le dites, mon cher Pacôme, peut être un médium magique et mystérieux qui parle de façon intime à notre expérience de spectateur, mais à condition que cette aventure nous conduise à ne plus être seuls, pour nous permettre d'envisager une autre manière de vivre nos rêves, le culte d'une religion qu'il reste encore à prêcher. Cette semaine, dans la loi des séries, on fait le point sur les formats. Oh, good. Comédie, dramédie, série policière, chaque genre a son minutage type, la preuve. Les sitcoms. I have an emotion detector. It's great, I'm happy for you. Hold on. You are, aren't you sweet? La sitcom, c'est 20 minutes top chrono avec une moyenne de 1 rire toutes les 20 secondes. Here comes a hug. Qu'il s'agisse de sitcoms purs tournés en plateau devant un public comme The Big Bang Theory ou de comédies classiques comme VIP. Say who's gonna be president? No. Ce qui compte, c'est de garder le rythme et de concentrer 1 ou 2 arcs narratifs sur la durée de l'épisode. La semaine suivante, on sera passé à autre chose, ce qui permet de regarder les épisodes dans le désordre. Les dramédies. Ce savant mélange de comédie et de drame pioche également dans les formats. 20 minutes ou plus, comme pour La Magnifique Transparente. Contre 30 minutes pour Girls, High Maintenance ou encore Divorce. I want a divorce. Are you drunk? Ici, les histoires s'étalent sur toute une saison et les épisodes doivent être vus dans l'ordre. I want to get to a place where you can trust me. What would it take for us to get to that place? Time machine. It's not helpful. Les séries procédurales. Les séries policières comme Criminal Minds ou Castle. Hazel, if we were getting married, would you want to know about all the guys that I've slept with? All? How many are we talking? Are you really asking for my number? You show me yours, I'll show you mine. Mais aussi les judiciaires comme Suits sont généralement diffusés sur des networks comme ABC ou CBS et sont donc entrecoupés de pages de pub. We're being sued for every case Mike Ross has ever touched. Si elles durent 1 heure à l'antenne, elles ne font véritablement qu'une quarantaine de minutes, les 20 suivantes étant consacrées à vendre des produits. Let's get back to the business of keeping this firm. Les séries dramatiques. 36 years ago, you left me at the front door of a fire station. De This Is Us à Westworld, les séries dramatiques bénéficient des épisodes les plus longs, entre 50 minutes et 1 heure. That's the sheriff's horse, you son of a bitch. It's rifle too. Il arrive même pour des épisodes spéciaux comme les pilotes ou les derniers de la saison que les chaînes autorisent à dépasser cette durée. That's rock and roll. It's fast, it's dirty, it smashes you over the head. C'est comme ça que Martin Scorsese a obtenu 2 heures pour le pilote de son projet de cœur, Vinyl. I believe in this company's future. New, fresh, fast, exciting. That's what I want. Les plus organisés d'entre vous peuvent désormais optimiser leur soirée en préparant des plannings par durée. Ne nous remerciez pas. Cet homme, Jeff Nichols, n'a pas seulement l'étoffe des grands cinéastes, il est l'héritier direct de légendes comme John Ford. Tous les deux ont la même passion, celle des honnêtes gens qui ne cherchent pas la richesse, mais seulement un endroit pour être. 2 réalisateurs chez qui il faut lutter pour vivre
car l'American Dream n'existe pas. Pour son 5e film Loving, Jeff Nichols approfondit cette peinture rurale où il est question de quête initiatique. Et pour explorer son univers, plongez-vous dans cette revue qui s'approche au mieux de cet impossible, la fabrication des films. Le cinéma, c'est avant tout un art visuel. Pour chaque film, il y a une manière de filmer. Elle est faite de quoi, votre mise en scène pour Loving? So Loving was, in my opinion, the most precise film I've directed to date. Partly because of experience, but also because of money and time. I was given both. If you look at the trajectory of the films, just from a directing standpoint, you have Shotgun Stories, which is very still. The camera's always locked off. It's a very wide shot. Maybe you have a 2-shot, but it never moves. That was mostly pragmatic because we had no money. I didn't even have a dolly. We couldn't move the camera. But I applied some kind of reverse engineered logic to that, which is the characters in that story, they were not upwardly mobile. They weren't trying to make their lives better necessarily. And they were just stuck. They were stagnant. They were stuck in place. And that film, it feels kind of like that. It's almost oppressive in how still it is. Is anyone seeing this? When we started to make Take Shelter, I wanted to move the camera more, but very simply. Are you okay? I was watching The Shining, and you see these scenes of Jack Nicholson typing, and the camera's behind him, and it just pushes in like this. And now I was always taught that if the camera moves, there's a point of view attached to it. And I'm thinking, well, whose point of view is that? That's not Jack Nicholson's point of view. He's typing. So who are we with? And it's Kubrick, so I know he's thinking about it. And then you say, oh, that's the ghost. That's the spirit of this hotel. It is working on him. It is entering his brain. And that's what this movement is. And I thought, okay, well, I need to steal that. And in thinking about Take Shelter, you have a man who, the big question is, are these forces in his mind or outside? But regardless, they are these forces outside of the edges of the frame. And so every shot in that movie is this. To the point where even some shots we shot static, and I did a digital zoom just to give you, I mean, like 2%, just to always give you this sense that the world is kind of closing in on this man. But it was a very specific type of movement. Not fluid at all. When we got to Mud I knew needed to have this life to it. It needed to flow like this river. And so that was all Steadicam work. I'd never worked with a Steadicam before, and those of you that know the technicalities of a Steadicam, it's on a gyroscopic arm, and it has this float to it. Even when it tries to stay still, it floats. And that felt very much like being a child. It felt very much like being on a river. And so we're moving with these kids, and I wanted that thing constantly moving. I wanted that camera moving with those kids all the time. If you look at Midnight Special, I started to employ all those techniques of movement. You get a little bit of Steadicam, you get a little bit of dolly work, a little bit of handheld work. I'm still not a huge fan of handheld work. But Midnight Special was really about conquering light, a different type of technique, shooting film and lighting for film. But when you get to Loving is a very classic style of directing. I knew I wanted movement, but much like Shotgun Stories, I knew these people were trapped. These people are in prison, even when they're not specifically in jail. That's what the Jim Crow South does. It constantly puts you in a place where you're trapped. And so I wanted that camera locked off. I didn't want that drift that comes with Steadicam. I wanted this locked off camera, but I still wanted movement. So I was studying No Country for Old Men, which is one of my favorite films, and I study it every time I go out to make a movie. I just love the way it's lit. I love the way the camera moves. I love the specific choices. And I found a behind-the-scenes photograph of a scene, and they had a dolly set up, and then they had a jib arm, which is an arm that reaches out with a remote head on it. And I said, oh, that's how they're getting these complex movements without that drift. I said, well, that's what we need. And that's why I say that there's a precision to that directing. Every movement in Loving
is a decision. I want to put the kitchen right back here. Richard, stop this. I don't know what you're saying. I bought it. If you look at Mildred's character out in the field where he proposes to her, she's standing in this field, she sees this field every day, it means nothing to her, and then he explains that he bought it for her. This is her field, this is their field, this is their home. The camera starts to move in as she's processing this. The way I reasoned it out is it is motivated by some interior dialogue that's happening in her mind. Her whole world is changing. So our perspective just changes slightly. That is happening in a very specific moment in the scene, and everyone has to be orchestrated. So that's kind of what I mean by precision. Nailed it. Yes? Would you marry me? Il y a une notion que vous développez et qu'on peut voir dans cet extrait, c'est la notion de frontière. La notion de frontière, elle est définie d'abord par votre mise en scène, les cadres, ce que vous tenez hors champ ou ce que vous décidez de nous montrer. La frontière géographique des personnages, est-ce qu'ils décident de se déplacer ou pas dans cette géographie? Est-ce que Jeff Nichols, vous n'êtes pas en fin de compte un réalisateur de la frontière? In the most pragmatic answer, I love horizon lines, you know, and that's what built Westerns, I think. Just looking out toward that Western horizon and saying, manifest destiny. This is what the Western was about the human pursuit of something out there, something possibly better. The interesting thing is, I'm not making Westerns. I'm making things in the South, but I've always been struck by that horizon line, because that's what exists in southeastern Arkansas. When you get into this flat Delta farmland, it's a different type of horizon than that Western horizon. But I think what I'm really looking at is this very human landscape. I'm a writer first and a director second. And the whole reason for writing any of this stuff is to transmit a feeling to people. The beautiful part about being both the writer and the director is that I get to imagine a visual sense of that feeling. I know we have some enemies, but we have some friends too. You think you'll lose? We may lose the small battles, but win the big war. Is there anything you'd like me to say to the Supreme Court Justices of the United States? Yeah. Tell the judge I love my wife. Jeff Nichols, pourquoi filmez-vous? I think I make movies to figure out how I feel about the world. There's a great Flannery O'Connor quote that I'll butcher, that she says, I didn't know what I felt about something until I wrote it down. And I get that sense a lot. Ultimately, I want to transfer an emotion that I feel to the audience. But what I'm finding, the more that I do this and the older that I get, I'm 38 today, I find that I'm finding out much more about myself as I do this. Ciné-Série et compagnie vous invite maintenant à remonter le temps jusqu'aux années 50-60, une époque où le cœur du cinéma battait dans les mythiques studios de Cinecittà. Rendez-vous à Cinecittà, c'est une expo-vente, plus de 40 clichés signés par le grand photographe et designer Willy Rizzo, célèbre notamment pour ses portraits en extérieur de personnalités. Une balade romaine où l'insouciance côtoie le mystère et les icônes les anonymes. La pépite de la semaine est signée Sandrine Vesset. Depuis son premier film Y aura-t-il de la neige à Noël, on aime sa manière unique d'ancrer ses histoires en forme de contes de fées dans une campagne rude et onirique. Et son nouveau long métrage, L'histoire d'une mère, n'échappe pas à la règle. L'enfant dort. Qu'est-ce que tu fais là, Neige? Je suis venue livrer une nappe pour le mariage. Il y en a qui sont pas gênés.
font des gosses aux unes et ils épousent les autres. C'est commode, hein, de pas parler. Un grand duel d'actrices entre la jeune Lou Lesage et Catherine Ferrand de la Comédie Française pour une œuvre aussi magique que cauchemardesque. Et ça tombe bien, la semaine prochaine, nous vous proposerons une spéciale cinéma fantastique, histoire d'explorer toutes les nuances du cinéma de genre, frissons et émotions garantis. Allez, salut!